Nous partons en Russie pour ce dernier coup d'éclat pour l'Ukraine. En territoire russe, on va partir à 1000 km de la frontière russo-ukrainienne, à 700 km de Moscou. Vous allez voir l'image dans un instant. Les menaces du président russe, c'était il y a seulement quelques heures. Mais d'abord, regardez cette frappe qui a eu lieu ce week-end. Vous ne l'avez peut-être pas encore vue, pourtant tout le monde ne parle que de ce coup. La frappe qui a mis Vladimir Poutine hors de lui, c'est là-dessus que je voudrais vous faire réagir, puisqu'il a parlé dans la foulée de cette frappe, c'était il y a seulement quelques heures, et il a promis une réponse. Vous allez me dire s'il faut prendre cette réaction du président russe au sérieux. Écoutez Vladimir Poutine. Quiconque tente de détruire quelque chose dans notre pays, quelle qu'en soit l'ampleur, devra faire face à des destructions encore bien plus importantes dans son propre pays. Et regrettera ce qu'il a essayé de faire dans le nôtre. Est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux? C'est vrai qu'on entend Vladimir Poutine être de plus en plus menaçant, dire que ça ne restera pas sans réponse, que les Ukrainiens regretteront ce qu'ils ont fait. Écoutez, Kazan, c'est symbolique pour les Russes parce que c'est la République du Tatarstan, c'est la capitale d'une république musulmane. Au sud de Moscou, et ce sont des gens qui traditionnellement sont très très proches du gouvernement russe. Bon, ils ont une certaine autonomie parce qu'il y a du pétrole, mais le gouverneur, le président de la République est quasiment nommé par Moscou. Alors qu'il y ait eu cette attaque contre Kazan, ça se comprend de la part des Ukrainiens. Moi, j'aurais eu des cibles pour ne pas bombarder le Kremlin, si je puis dire. Kazan, c'était pas mal comme alternative. Et en plus, ça énerve les musulmans qui se disent « Mais alors pourquoi est-ce que ce gouvernement ne nous protège pas ?» Donc il y avait plusieurs raisons qui ont fait que cette affaire s'est réalisée. Maintenant, que Poutine ne soit mécontent, c'est normal, parce que ses troupes n'ont pas fait le nécessaire pour arrêter les drones. Ils ont des outils pour arrêter les drones, les Russes. Ils en ont même beaucoup. Ils n'ont pas réussi à arrêter cela. Bon. Alors, maintenant, il y a la prestation de Poutine. Aujourd'hui, en Russie, on a des prestations de Poutine pratiquement tous les jours. Et les gens commencent à en avoir un petit peu marre, parce qu'on a vraiment l'impression que... Quand vous dites les gens, vous parlez des Russes? Les Russes, oui. On en a un peu marre. Parce qu'on a l'impression que cette guerre est menée par M. Poutine, point à la ligne. Et que alors qu'il y a énormément de gens qui y participent, qui sont mobilisés, et beaucoup qui meurent. Oui. Donc on trouve que la balance n'est pas bien répartie. La Russie aurait peut-être pu arrêter ce drone. Parce que c'est vrai qu'il est à 700 km à l'est de Moscou, oui, à plus de 1000 km de la ligne de front. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un drone ait traversé toute cette distance sans être arrêté par l'armée russe? Parce que cette distance, c'est essentiellement du vide. Mais effectivement, vous traversez 1000 km, normalement vous devez être vu par radar, et normalement les objectifs possibles doivent être protégés localement. Vous ne pouvez pas mettre des batteries antiaériennes tout le long sur tout le territoire de la Russie. Donc on protège éventuellement les objectifs. Maintenant, sans doute que les Russes considéraient que Kazan était trop loin, probablement pour constituer un véritable objectif, donc ils l'ont pas spécialement protégé. Alors, je rappelle que dans le narratif, ils disent on a détruit la plupart des drones qui ont été lancés. Il y en avait 8 qui ont été lancés, on en a détruit. Voilà, mais ça reste quand même effectivement un peu un pied de nez à la défense. Donc du côté ukrainien, oui, on montre qu'on peut taper très loin, on peut taper sur en fait pratiquement toute la Russie d'Europe, où on veut, et que le gouvernement, est impuissant à protéger complètement les Russes. C'est ça le message. Après, ce qui est un peu nouveau dans cette affaire, c'est que du côté russe, on en a fait des tonnes sur le fait, ça y est, maintenant les Ukrainiens attaquent directement des civils. Voilà, donc on passe d'une stratégie anti-force, étape des objectifs militaires, à maintenant il frappe directement des civils. Sur la riposte annoncée par Poutine, il va faire quoi? Il arrive à lancer des missiles sur l'Ukraine. Il le fait tous les jours. Dans cette semaine, il y a eu 500 à 600 drones Shahed qui ont été lancés sur le territoire ukrainien. 500 bombes, 20 missiles. Donc il va faire quoi? Il va faire une nouvelle salve de missiles, mais de toute façon celle-ci était déjà prévue. Donc en réalité, là on est bien sûr dans la rhétorique.
et il pouvait difficilement dire autre chose en réalité. Maintenant, il n'était pas forcément obligé de parler, effectivement. Je pense que ce qui est fondamental, c'est que la Russie représente une menace directe pour la sécurité européenne. Mais la sécurité comprend différents éléments. Et ils sont différents à l'Est, au Sud, au Nord et à l'Ouest. Mais nous pouvons nous attaquer à ces questions si nous agissons ensemble. Je pense qu'il s'agit là d'un point fondamental. Nous devons comprendre que la menace est bien plus vaste que nous ne l'imaginons. Elle concerne notre démocratie. Il s'agit d'influencer nos opinions publiques. Il ne s'agit pas seulement de la guerre en Ukraine sur le terrain, elle ne s'arrêtera pas. Et nous devons nous y préparer. Il s'agit de la Russie aujourd'hui ou peut-être d'une autre demain. Nous devons comprendre que la paix et la sécurité que nous connaissons depuis des années et qui nous ont été données comme acquises ne le sont plus. Ce n'est pas le cas. Elle dit bien qu'on n'est clairement pas assez préparé, qu'on n'a pas assez pris conscience de cette menace qui évolue. Ah oui, non, c'est évident, c'est très clair. Quand vous avez le discours de Munich de Vladimir Poutine en 2008, je crois, où c'est une véritable déclaration de guerre à l'Occident de la part de Poutine. Hein. Il dit voilà, nous sommes désormais des adversaires et nous sommes en confrontation. Et on a fermé les yeux, on a ignoré. Assez largement, oui. Oui. Vous regardez tous les documents, par exemple, de documents stratégiques français, les livres blancs, les revues stratégiques, etc. Quand je regarde le paragraphe Russie, c'est dialogue. Alors oui, attention, alors c'est bon, il faut se méfier, mais on va résoudre ça par le dialogue, jusqu'au tout dernier, avant la guerre en Ukraine. Non, en réalité, nous sommes en confrontation avec la Russie, nous ne sommes pas en guerre. L'Ukraine est en guerre contre la Russie, mais nous, le reste de l'Europe et les États-Unis sont en confrontation avec la Russie. C'est-à-dire c'est tout ce qui est au niveau du seuil de la guerre, tout ce qui peut permettre de faire mal, de faire pression sur l'autre pour essayer d'avoir des effets stratégiques. Et le plus important d'entre eux, alors ça peut être n'importe quoi en réalité, hein. Aider l'Ukraine, ça fait partie de cette confrontation. Le meilleur moyen de faire du mal à la Russie, c'est d'aider l'Ukraine, clairement. Et puis ensuite, oui, il faut être fort militairement, il faut dissuader la Russie de tenter autre chose qu'une autre invasion quelque part d'un pays européens, etc. Mais pour ça, il faut aussi faire comprendre à l'Europe que cette menace ne cesse de grandir et de ne pas fermer les yeux, comme en 2008. Mais juste un point, je veux dire, c'est qu'elle continuera toujours, même si la guerre en Ukraine s'arrêtait demain. Il n'y a aucune chance d'abattre ces missiles. Et si les experts occidentaux pensent qu'Oreshnik peut être abattu, nous leur proposons le duel technologique du XXIe siècle. Qu'ils choisissent un endroit, un bâtiment, disons à Kiev, qu'ils y concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et de défense antimissiles, et nous les frapperons avec Oreshnik. Et nous verrons ce qui se passe.